qu'on a réussi à créer, et je pense que c'est vraiment important, c'est que pour développer sa marque et pour donner envie aux consommateurs de porter tes produits ou d'acheter tes produits, il faut d'abord le faire en interne. Bien sûr. C'est-à-dire que si en interne, les gens sont excités par le produit, par le message, par la marque, et ça c'est n'importe quelle industrie. Ouais. Si en interne ils sont excités, tu peux être sûr que ça va se ressentir à l'extérieur. Bien sûr. D'accord ? Donc, s'ils veulent l'acheter eux-mêmes, tu vois. Voilà, ma première mission, c'était d'exciter en interne. J'ai même pas encore pensé aux consommateurs. C'est comment je vais faire pour que tout le monde au bureau soit hyped. Et un des facteurs, tu vois que ce que tu fais, ça marche, c'est quand on commence à te voler tes échantillons. Ah ouais. Ouais. Et ça, tu te dis, c'est bon, ça a marché. C'est-à-dire que quand tes échantillons ils commencent à disparaître, c'est-à-dire qu'il y a des gens en interne qui malencontreusement les ont empruntés. Ouais. D'accord ? Mais c'est un bon signe. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais battu pour me dire où ils sont mes échantillons. D'accord ? C'était un facteur pour moi de succès. De validation, ouais. De validation. Et la validation, elle se fait en interne, d'abord. Et, c'est ouf. Et puis, ça s'est fait à l'extérieur. Et puis, j'ai rencontré Ronnie Fig de Keith. On a fait pas mal de projets ensemble. Ronnie m'a ouvert énormément de portes. Il m'a donné la sneaker cred que j'avais pas. D'accord ? Parce que moi, c'est pas mon monde, la sneaker. Ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas, mais encore aujourd'hui, je dois avoir 10 paires de sneakers chez moi. Je n'en ai pas beaucoup plus. Mais la rencontre avec Ronnie, ça t'a permis d'avoir un peu la crédibilité à ce niveau-là. Mais Ronnie et moi, on a la même vision. Ronnie, c'est un builder. D'accord ? C'est un builder. Aujourd'hui, il va ouvrir Keith à Paris avec Frankie. Frankie Big, vous connaissez. Ouais, on le connaît. Et voilà, c'est le même état d'esprit. Frankie aussi, c'est un builder, c'est un entrepreneur. Tu vois ? Et les entrepreneurs, entre eux, ils se comprennent. C'est-à-dire que notre niveau de conversation, notre vision, elle est alignée. Tu vois ? Et c'est ce que j'ai beaucoup appris avec ce groupe-là. Et donc, on a continué à développer. À un moment donné, un tournant, c'est qu'on a travaillé avec Rihanna. Ouais, ça a été quand même énorme. C'était toi, ça ? Ouais, c'était mon projet. Ah ouais, c'était lui avec Rihanna. Hein. La pompe, là, je ne me rappelle plus du nom. La Creeper. La Creeper. Ah, c'était toi. Ouais, donc la Creeper, c'était une conversation entre elle et moi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'elle arrive au bureau en Allemagne pour signer son contrat. Et elle arrive avec une Suède custom Creeper. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a fait ça ? Elle m'a dit, c'est mon pote Billy Walsh, qui est aussi un pote à moi. Je connaissais très bien Billy. C'est là que tu vois la force du cercle. Hein, voilà. Et donc je lui dis, mais you're talking about Billy Walsh, the songwriter, parce que c'est un songwriter. Il écrit la musique de Rihanna, il écrit la musique de Weeknd, etc. Et donc je lui dis, je le connais très bien. Et il me dit, ouais, c'est lui. Et je lui dis, mais pourquoi cette Creeper ? C'est pas notre premier modèle. Donc on appelle Billy, on signe un contrat avec lui parce que c'est lui qui est arrivé avec l'idée, et puis on a vendu des millions. Énorme. Et puis ça a enchaîné. Parce que ça a été un énorme carton. C'était la première fois que des filles faisaient la queue pour des baskets. Ah ouais. Donc ça c'était un truc vraiment important. Et donc entre-temps, parce que entre le début du lab un petit peu et Rihanna, il y a eu un grossissement du budget. Du coup. Ouais, on était sur. On a fait. Tu sais, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a fait un proof of concept en 12 mois. C'est-à-dire qu'en 12 mois, on a validé tous les investissements que la marque avait faits, tous les gens que j'avais recrutés et toute la stratégie. Donc ensuite, ça a été le nouvel axe de développement de la marque. C'est ouf. Et donc en fait, j'étais le patron d'une partie de la boîte. Et donc j'avais carte blanche pour beaucoup de choses et c'est devenu un axe hyper important. Quand Rihanna est arrivée, il y avait beaucoup plus de monde qui se sont mis, etc. Ce qui est normal. Ils se sont dit, oui, je veux regarder moi aussi. Mais après, le truc, c'est que quand tout le monde veut faire partie de ce truc, tout le monde veut faire partie de ce truc. On a eu des conversations assez difficiles quand on a des clients qui voulaient certains produits, mais moi j'avais une stratégie de distribution hyper stricte. Ça va pas chez Foot Locker par exemple. Ça va pas chez Foot Locker. Mais bon, après il y a des compromis qui se font parce qu'il y a une dynamique commerciale qui arrive, etc. Et puis il y a l'intérêt de la marque. Il y a tout le monde qui veut de la part du gâteau. Voilà. Et puis il y a des conflits en interne
qui sont normaux. Enfin, ça fait partie du business. C'est quoi ça revient sur du politique un petit peu ou pas? Ouais, c'est normal. C'est normal. Dès qu'on parle de vrai, mais par contre, j'étais dans une position complètement différente parce que je drivais le département, je drivais la stratégie, et puis j'étais influent dans la marque, et puis j'étais influent en interne et en externe. Là, ça change tout aussi. Ouais, ça change avoir tout. Une vraie influence en externe. Bien sûr, ça change tout. Et donc, ça s'est vraiment bien passé. Le projet Rihanna a été extraordinaire, ce qui nous a ouvert la porte pour plein d'autres choses. Ensuite, on a signé The Weeknd. Ouais. Ah oui. Ouais. The Weeknd, on est hyper proches encore aujourd'hui. Ça fait partie de mon cercle. Et il y a là aujourd'hui, vous avez chez Puma, il y a comment il s'appelle? Ghetto Gastro. J. Cole. J. Cole. Ouais, pour le projet basketball. Ouais. Ça, c'est. Après, moi, j'ai quitté il y a 1 an et demi. Donc, tu es resté 9 ans. Je suis resté 9 ans chez Puma. J'ai fait 10 ans chez Adidas, 9 ans chez Puma. Ah, putain. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Aujourd'hui, j'ai mon agence. J'ai ma propre agence qui s'appelle Agency. AGEN-Y. Okay. Il faut aller le truc le plus simple possible. Ouais. Et en fait, il y a un site? Non, j'ai pas de site. Okay. Je travaille avec les gens du réseau, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai pas envie de over-marketer ma plateforme. Tu me pensais à Guillaume Salmon. Guillaume Salmon, un ancien de chez Colette. De Colette. On lui a dit, t'as un site? Il dit, non, j'ai pas de site pour mon truc et tout. On s'est dit, mais pourquoi vous n'avez pas de site internet, les gens? Et en fait, le réseau est déjà là. T'as pas besoin de l'advertise plus que. Non, exactement. Et j'ai eu la chance, et je croise les doigts. Je touche du bois, c'est que j'ai jamais sollicité personne. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et en fait, j'étais chez Puma. Et The Weeknd et son équipe me proposent de les rejoindre pour un projet, pour un assez gros projet. Et il me dit, Yacine, on veut te prendre en consultant pour ce projet. Mais je dis, mais je travaille chez Puma. Il me dit, crée ta boîte et quitte Puma. Et tu travailles avec nous. Le salaire qu'on me proposait était beaucoup plus important de toute façon. Et puis j'ai commencé à envisager ça. Et ensuite, une autre marque m'appelle pour un job. Et une autre marque m'appelle pour un job. Je me suis retrouvé à 4-5 opportunités sur un mois. Mais toutes aussi grosses les unes que les autres. Sans avoir parlé à qui que ce soit Non. Et sans envoyer de CV, sans rien. Et donc, je vais voir Puma et je leur dis que je quitte la boîte et que je vais créer mon agence. Et donc là, ils me disent non, tu peux pas partir. Si, je dis c'est vraiment ce que je veux faire, parce que je me suis dit, en fait, les 5 boîtes qui m'ont appelé, je peux travailler avec les 5. Ouais, bien sûr. Ouais. Je peux travailler avec les 5 boîtes. Et donc Puma m'a fait une proposition, ils m'ont dit, tu vas travailler part-time avec nous et tu peux créer ta boîte à côté. Propre, c'est propre, très propre. Et donc, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait la même chose. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans à mi-temps pour Puma. Et je montais et je travaillais sur tous mes autres projets à côté. Donc j'ai pas recruté en direct, mais j'ai freelancé pas mal de créatifs, de stratégistes, etc. pour mes différents projets. C'est là où j'ai commencé à travailler avec Balmain. Donc c'était mon premier. Ah, travailler avec Balmain, je ne savais pas. Tu as fait quoi par exemple avec Balmain? J'ai travaillé avec Olivier, j'ai développé la catégorie sneaker. C'est-à-dire que si tu vois aujourd'hui ce qu'il y a en sneaker chez Balmain, je l'ai fait avec mon équipe. Balmain, attends. B-A-L-M-A-I-N. Balmain, Olivier Roustin. Qu'est-ce que je veux dire? Mais justement, est-ce que c'est très bien que tu précises? Moi, je sais ce que tu fais, mais ce que fait ton agence, parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de concepts, design. Ouais, je fais 2 choses. Je fais brand stratégie, et quand je parle de brand stratégie, ça va d'une stratégie produit à une stratégie de ton, de voix, de marque. À un lancement, etc. Donc, mais je suis très... ce qu'on fait, c'est vraiment zoom out. On travaille vraiment sur la stratégie. Et après, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on exécute la stratégie. Donc, des marques comme... je travaille avec Havaianas, la marque de flip-flop au Brésil. Ah, mais ils sont énormes. Attends, c'est pas toi qui as fait la collaboration avec Hypebeast? Si, j'ai je me suis dit... donc j'ai fait ça, mais moi je ne markete pas trop mes projets, je le fais pas. Mais donc Havaianas, c'est la plus grosse marque lifestyle au Brésil, d'accord. Et donc c'est un projet incroyable avec des gens vraiment incroyables.
Et donc là, c'est un vraiment long terme. Vous allez voir des trucs vraiment forts. Hein. Ouais. Vous allez voir des trucs vraiment forts. On te fait confiance, on te fait confiance. Donc j'ai fait Balmain, qui s'est terminé récemment. On en a fait quasiment 2 ans. Ça aussi, c'était assez incroyable. Est-ce que c'est des contrats, genre tu te dis c'est un contrat à l'année ou un contrat, tu dis voilà, sur 2 ans, voilà ce que je peux apporter? Non, c'est on travaille sur des missions à long terme. Okay. Je travaille pas sur des petits trucs, des petits contrats. Lacoste, je travaille avec Lacoste. J'étais chez eux hier. Ça s'est vraiment bien passé. The Weeknd, je travaille avec The Weeknd dans la musique, on est en train de créer une marque de parfum, enfin plein de trucs. Donc tu touches au spectre, c'est beaucoup plus large que juste que ce que tu faisais au début, parce que Puma, vous n'avez pas créé le parfum pour Puma. Non, on n'a pas créé. Enfin, le parfum, c'est rien à voir avec personne, hein. C'est une marque que moi je développe avec un partenaire. Mais l'idée, c'est toujours ça, c'est-à-dire que quand tu as la logique d'entrepreneuriat, bah, tu peux l'appliquer à plein d'industries différentes et à plein de marques différentes. Mais ce qui est important, c'est par exemple, travailler pour Puma ou travailler pour Lacoste, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, c'est pas la même logique, c'est pas la même organisation, c'est pas... Enfin, tu peux pas prendre un business plan que tu as fait pour Puma et le mettre chez Lacoste. Ça marche pas, d'accord. Donc il y a un vrai travail pour chaque marque qui est différent, mais qui est hyper excitant parce que moi je continue à apprendre. Donc, moi j'ai une vraie question pour toi, c'est comment est-ce que tu fais pour t'imprégner des différents ADN? C'est-à-dire que quand tu es sur tel client, tu dois te remettre dans leur ADN pour délivrer quelque chose d'innovant. C'est une bonne question parce que ça c'est vraiment un des compliments qu'on a tout le temps, c'est qu'on a souvent extrêmement bien compris la marque. Et c'est là où on passe le plus de temps. Parce que quand tu comprends la marque, quand tu comprends l'ADN de la marque et le message de la marque, généralement tu te trompes peu sur la stratégie. D'accord? Parce que Puma c'est pas Nike et Lacoste c'est pas Nike et c'est pas Balenciaga. D'accord? Donc toutes ces marques-là, elles ont des identités très fortes. Et quand tu comprends leur identité, tu leur apportes la bonne stratégie et le bon message. Comment tu fais, je vais encore plus loin, comment est-ce que tu fais justement pour... Quels sont les indicateurs, les piliers que tu vas rechercher chez une marque pour dire, ok, toi, en gros, ta marque, c'est soit quelle qu'elle soit, et justement pour l'aider ensuite à raconter une histoire. Quelles sont les choses que tu veux absolument voir chez une marque, quelle qu'elle soit? L'histoire de la marque. L'histoire de la marque. Tu vois, par exemple, là, on est en train de créer cette marque de parfum. Et la première chose dont on parle, c'est pas les senteurs. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Quelle va être la narrative qu'on va pouvoir raconter dans 15 ans, dans 20 ans, d'accord? Parce que c'est ça ta base, d'accord? Si je prends Lacoste, René Lacoste, c'était un joueur de tennis. Sa femme, c'était une grande championne de golf. C'était un innovateur, d'accord? Il a créé des raquettes de tennis, d'accord? Et donc en fait, on commence par là. C'est-à-dire que on va faire par exemple des sneakers pour Lacoste, on va pas leur faire des chaussures de running. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'on va leur faire des chaussures de cross-training tennis. Tu vois? Mais il faut toujours que cette essence, elle soit présente visuellement. Parce que sinon, tu te perds. Sinon, tu te retrouves avec des marques qui font du MeToo de tout. D'accord? Ok, Balenciaga Triple S, ça marche, on va te faire une bulky sneaker. Chanel, je sais pas quoi, on va te faire ça, etc. Non, il faut que chaque marque ait son identité. Et après, si le produit ne marche pas, il faut se poser la question du message de la marque. La cible aussi. J'ai une formule, je ne sais pas si on peut l'enregistrer, mais j'ai une formule mathématique qui n'est pas vraiment mathématique, que je pourrais vous montrer tout à l'heure, que j'applique. Et c'est une formule mathématique qui est évolutive pour chaque marque. C'est d'abord l'histoire de la marque que tu multiplies par l'excellence en termes de produit. Ton produit doit être excellent, que tu multiplies par la valeur culturelle de ta marque et la valeur culturelle du consommateur que tu essayes de toucher. D'accord? Et tu mets tout ça au carré. Et généralement, ça te donne la légitimité en tant que marque d'être présent, mais ça aussi te donne le growth, la croissance de ta marque. Et ça, il faut toujours remettre en question. Donc cette formule, il faut toujours la remettre en question. Donc là, par exemple, quand tu établis ta future marque de parfum, c'est
la base que vous mettez sur Bien vos sûr, tableaux, ouais. et c'est sur ça que vous créez vos fondations. Mais par exemple, quand on est sur le Product Excellence, je ne sais pas si vous connaissez le milieu du parfum, mais un parfum, une bouteille de parfum Tom Ford, ça coûte 5 € à faire. D'accord ? Et c'est vendu 250. Ouais. D'accord ? Et en fait, il y a des facteurs qui sont importants. C'est l'intensité et le pourcentage de l'essence de parfum dans la solution. D'accord ? Et le prix de la bouteille. C'est vraiment les deux facteurs. Et souvent, les marques investissent plus ou moins dans l'essence, c'est-à-dire qu'ils mettent 5% ou ils mettent 10%, il y a vraiment une grosse différence. Pour voir si c'est des Mais naturels, ils mettent etc. énormément d'argent dans le packaging. Ouais. D'accord ? Et le marketing fait aussi partie de l'expérience produit. Et on parlait tout à l'heure de product marketing. D'accord ? Et donc, c'est là où tu évalues à quel niveau tu veux aller. D'accord ? Et ça positionne ta marque. Et c'est super intéressant. D'intuition, ça me fait dire qu'il y a un truc à faire sur le fait de se dire la bouteille, le produit, Exactement. et du coup avoir un truc vraiment sympa. C'est archi intéressant. Je voudrais conclure sur quelque chose. Tu vois, on a un podcast et tu nous as dit que ta fille avait un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, écoute, ma fille, j'ai 2 filles, 14 et 15. Et ma grande, 15 ans, elle nous a annoncé qu'elle voulait aller l'année dernière qu'elle voulait aller à NYU, à New York University, pour étudier la psychologie. Et je lui dis, bah, écoute, c'est génial. Elle me dit, mais t'inquiète pas, papa, je vais avoir une scholarship, je vais avoir une bourse. Parce que je vais créer un podcast sur la psychologie. Et d'ici à 3 ans, mon podcast il va tellement être fort que NYU va me donner une bourse pour pouvoir y aller. Comme ça, tu n'as pas de pression financière. 15 ans, les amis. 15 ans. Et donc, elle a commencé son podcast qui s'appelle It's OK, ITSOK.podcast, tu peux voir sur Instagram. Et elle parle de well-being, elle parle d'anxiété, elle parle de santé mentale, etc. etc. Et vraiment, je suis vraiment fier d'elle. Parce qu'elle a une approche entrepreneuriale déjà. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'elle a déjà un plan. Et non, elle fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Je vais donner un petit tips là à tous les gens qui font du branding et qui sont sur les produits. C'est aussi une porte d'entrée pour vous, ce podcast, parce que la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment on consomme le Gen Z, comment on réfléchit, quel est son mental state. Donc ce podcast-là, c'est aussi une idée pour vous de se dire, ok, écouter un podcast comme celui-là, c'est se dire, ok, le consommateur de demain, il est comme ça, il pense comme ça, il est déjà aware de plein de choses. Le podcast d'une fille de 15 ans, il faut l'écouter pour pouvoir comprendre un peu comment les jeunes pensent. Exactement. Et j'ai une deuxième question pour toi, c'est qu'est-ce que tu lui as inculqué ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se demander, ok, comment je fais en sorte que ma fille ou mon fils de 14-15 ans réfléchissent déjà comme ça, se dire ok, je veux être entrepreneur ou bien je veux créer mon podcast. Qu'est-ce que vous avez fait ? Enfin, je ne sais pas s'il y a une recette en particulier. Je pense qu'elle a vu ses parents beaucoup travailler, le père comme la mère être entrepreneur, self-made. Qu'est-ce que fait la mère ? Peut-être que ça peut aussi. Elle est coach. Elle est coach, okay. Coach en dev perso ? Ouais, en développement personnel. Et je pense qu'elle a grandi dans ça. On ne lui a jamais dit de faire un podcast et on les laisse plutôt indépendantes et se développer et puis elles apprennent. Elles apprennent. Enfin, je ne lui ai jamais soumis l'idée de faire un podcast. Elle l'a fait d'elle-même et maintenant aujourd'hui avec tous les outils, elle fait son podcast elle fait de la recherche toute la semaine et elle fait l'enregistrement le dimanche matin et elle lance le dimanche à 15h30. La semaine dernière, on était en vacances et elle n'est pas venue avec nous à la piscine. Elle a fait sa recherche, elle a finalisé sa recherche dans la chambre. Et une fois qu'elle a enregistré, elle est venue nous rejoindre. Donc elle est vraiment aussi hyper focus et donc voilà. Franchement, super. Déjà je pense qu'elle a une très bonne intuition. Je pense que tu vois tout ce qui se passe dans le monde du podcast actuellement. Comment c'est tôt, c'est assez ouf. Moi, je vais parler de communication justement parce que est-ce que vous avez une façon particulière est-ce que vous vous communiquez beaucoup avec vos enfants à la maison ? Est-ce que la conversation est ouverte ? Je pense que ça joue aussi. Non, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elles ont voyagé. Elles sont parties au Japon, elles sont parties aux États-Unis. Elles ont voyagé, elles sont dans une école internationale, donc elles sont
elles voient le monde. Elles voient le monde. Elles sont nourries constamment. Elles sont constamment nourries et je pense que ça, c'est leur chance et leur opportunité pour se développer. Donc elles ont des ambitions qui sont assez élevées, mais qui sont assez élevées pour le commun des mortels, mais qui sont normales pour elles. Elles n'ont pas... Elles ont pas... Elles sont jeunes, mais c'est trop cool. Trop cool. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver si tu parlais de mentoring, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche, qu'on a des questions à te poser, par exemple? Généralement, c'est ma plateforme Instagram sur yassine.s, yassine.s. Généralement, c'est là. Mais puis souvent, des gens que je rencontre. Et moi, j'aime bien écouter les gens. J'aime bien écouter, savoir ce qu'ils font, etc. Mais aussi, j'aime bien bousculer les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées. Mais ils les mettent pas en œuvre. Et les idées, des millions de gens ont des super idées. Et les mêmes souvent. C'est l'exécution. Donc, ce que je fais souvent, c'est vraiment bousculer pour les faire exécuter. Trop cool. Ok, c'était le mot de la fin. Vous pouvez nous retrouver, nous, sur Lucky Day, sur Instagram, @thisis_luckyday. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez kiffé cet épisode et tous les autres. Un petit commentaire. Yacine, merci de ton temps. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. Et retrouvez-nous sur toutes les plateformes, ça a été dit. Abonnez-vous à notre chaîne et faites en sorte que plus de personnes aient accès à ce contenu finalement qu'on essaie de vous offrir. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao.